a deux choses qu'il faut retenir. Il y a des causes qu'on appelle causes structurelles, c'est-à-dire c'est lié à la structure même de l'État, et d'autres causes qui sont beaucoup plus liées aux personnes. Alors, dans les causes structurelles, il faut savoir qu'en 1960, lorsqu'on a eu l'indépendance, les Belges n'avaient pas formé les gens pour les remplacer. Ils n'étaient pas prêts pour donner cette indépendance. C'est le concours de circonstances qui a fait que les autres pays africains commençaient à avoir leur indépendance, et puis c'était dans l'ère du temps. Euh, les anciens combattants qui sont revenus de la guerre de 45 avaient vu que on pouvait se diriger et que le blanc n'était pas les dieux, les demi-dieux qu'ils croyaient, ils mouraient aussi, ils avaient peur. Donc il y avait une glace qui s'est brisée et les gens commençaient à demander l'indépendance. Et les Ghana étaient les premiers, hein, je crois qu'en 54, ils sont devenus indépendants avec Kwame Nkrumah. Et toutes ces terres, c'est ça qui a obligé les Belges. En fait, les Belges n'avaient pas préparé l'indépendance. Tout ce que les Belges faisaient, en fait, c'est eux qui dirigeaient ce pays. Le Belge n'avait pas encore l'intention de quitter le pays. Non, ils avaient l'intention de quitter le pays en 1980, donc 30 ans après. Ce qui fait qu'on a hérité de quelque chose qu'on ne possédait pas. Donc on n'était pas prêt à prendre le leadership. Et nous les Congolais, on n'a pas pu attendre, on est parti tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement lié aux Congolais, c'était lié à tout le contexte du temps, non? Les indépendances. Nous, on ne pouvait pas faire exception. Donc le Lumumba qui était au Ghana, qui avait participé à des conférences où on exigeait l'indépendance du Noir, ont cru que non, il était aussi temps pour nous. Mais en fait, nous ne contrôlons rien. L'indépendance aurait signifié qu'on avait préparé un groupe de Congolais qui allait prendre la relève après le départ. Mais ça ne s'est pas fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas vraiment indépendants, ils sont indépendants parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Pensez-vous réellement que ces gens raison ou nous sommes derrière C'est-à-dire que je vous ai donné la cause structurelle. La cause structurelle était que la colonie belge appartenait aux Belges. Et les Congolais n'étaient pas dedans pour diriger. À la différence, par exemple, je vous prends la Corée du Sud. La Corée du Sud était colonisée par les Japonais. Mais vers la fin de la guerre, il y avait beaucoup de Coréens qui étaient déjà à l'intérieur des entreprises, qui comprenaient. Et dès que les Japonais sont partis, ils ont pris la relève. Mais chez nous, il n'y en a pas eu. Chez nous, c'est resté belge jusqu'au dernier jour. Et lorsque les Lumumba, semi-lettrés, et même les Kasavubu, malgré sa bonne volonté, ont repris les choses, ils n'avaient pas la maîtrise de ces choses. Même le mot indépendance est signifié. Alors, vous venez de demander l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le Congo était conçu par le roi Léopold II comme un lieu d'extraction des matières premières. Les matières premières qui devaient servir aux usines à l'Occident. Les usines de transformation. Et il y a des gens qui travaillaient dans ces usines de transformation. Donc, ils avaient besoin de matières premières qui venaient d'ici. Et donc, le Congo fournissait des matières premières au capitalisme occidental. Et même après le départ des Belges, nous sommes restés fournisseurs de matières premières. Or, entre celui qui fournit les matières premières et celui qui fournit les matières finies, les produits finis, celui qui fournit les matières premières gagne 10 fois moins. Voilà, c'est comme ça qu'on est resté justement dans cet état de fournisseur de quelque chose qui nous coûte moins cher, ou qui nous rapporte moins. Voilà, vous avez parlé des choses, vous avez dit le monde illettré. J'ai dit semi-lettré. Lumumba était semi-lettré parce qu'il n'a pas été à l'école, il savait bien parler. Hein. C'est comme les Français, les Congolais, nous sommes très éloquents. Mais maintenant, quand il faut réfléchir en profondeur sur les conséquences d'une indépendance, surtout territoriale, administrative, alors qu'on n'a pas appris à diriger, alors c'était là le problème. Donc il ne suffit pas de bien parler, mais il faut bien raisonner. Bien raisonner signifie voir le contexte, voir son cas précis et tirer des conclusions. On aurait peut-être dû attendre peut-être quelques années pour que les Congolais apprennent comment l'histoire marchait avant de demander. Selon l'histoire, ces temps-là, le Belge n'aimait pas que les Congolais puissent aller à l'université.
ne voyez pas que Lumumba c'est pas un problème que Lumumba soit semi-détruit. C'est aussi le problème de ces temps-là. Ah ben oui, vous avez raison, parce qu'à l'indépendance, il y a eu très très peu d'intellectuels. On parle de trois, Makanza et deux autres, et les autres venaient des séminaires, comme les Kassavubu. Hein. Donc en fait, l'éducation primaire était répandue pour que les gens sachent lire et écrire, mais dans le but d'aller travailler pour l'administration coloniale. Mais ce n'est pas avoir des études pour enseigner l'université, ça c'est vrai. Donc, et les Belges sont venus après les indépendances de l'Inde, en 1948. Et l'indépendance de l'Inde était provoquée par des intellectuels indiens qui sont allés étudier en Grande-Bretagne. C'est quand ils sont revenus, ils ont commencé à demander l'indépendance. Alors, c'est dans ce sens que même les Anglais disent, appeler ça c'est la maladie indienne. C'est quoi? Faire étudier les gens, les locaux, et ce sont les mêmes locaux qui vont se retourner comme vous. Au Congo, donc, il dit, il ne faut pas répéter la même chose. C'est comme ça qu'on n'a pas fait étudier le Congo. Alors, professeur, nous acceptons ce qui s'était passé, Lumumba et autres. Alors, que pensez-vous de nous, Congolais, qui ont fait cette étude? Que pensez-vous? Que pouvons-nous faire pour relever notre pays? Parce que là, on ne peut pas parler du pays, parmi les 50 pays du monde, on ne peut pas se trouver, nous ne sommes pas même le 49e qui est un peu développé. Nous sommes le plus pauvre du monde. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour relever ça? Voilà, d'abord se demander pourquoi on est encore plus pauvre après 60 ans. Donc, je vous ai cité les causes structurelles, mais il y a des causes aussi contingentielles, c'est-à-dire liées aux personnes. La personne de Mobutu, quand il a fait ses coups d'État contre Kassavubu et quand il a pris le pouvoir, vers les années 70-80, il ne comprenait plus rien de la marche du monde. S'il était un homme honnête, il aurait dû démissionner à ce moment-là pour trouver se faire remplacer par quelqu'un qui comprenait un peu où le monde allait, l'ordre du monde, et où est-ce que le Congo se situe. Il s'est cramponné au pouvoir, pas seulement cramponné, mais il y a eu des anti-valeurs, la malhonnêteté, les vols. Il ne condamnait pas les vols, mais il disait voler, mais boti katanda mundam. Donc il encourageait cela. Moi je pense que toute la période de 32 ans de Mobutu, c'est ça qui a fait que le pays est tombé très bas. Parce que ce que j'ai appris des États-Unis, de l'Europe, l'honnêteté, en fait, c'est ça qui construit la société. Une société où on ne peut pas faire confiance à votre parole, ce n'est plus une société. En tout cas, chez les Blancs, quand on te dit, voilà ce qui va se passer, venez à cette heure, à telle heure, nous allons discuter. C'est ça qui va se passer. Et c'est dans ce sens qu'ils tiennent un peu leur société. Donc, mais chez nous, non. Les Congolais, allez faire alors pour changer les choses. Ça, c'est le diagnostic. Donc, manque d'honnêteté, et évidemment, les gens ne travaillent plus. Ils ne travaillent plus parce qu'il n'y a pas de travail, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la grande question. À mon sens, il faut revenir à des valeurs sociales, d'honnêteté, de travail et de solidarité. L'honnêteté, j'insiste, parce que même dans les écoles, tout le monde dit qu'il peut passer, les gens trichent, et les gens passent en donnant de l'argent. Alors, dans ce cas-là, vous ne formerez pas un pays. Deuxièmement, il faudrait donc l'honnêteté et le travail, l'amour du travail. Les gens ne travaillent pas. Vous ne voyez pas que c'est parce qu'il n'y a pas de travail au Congo? Oui, parce qu'il n'y a pas de travail au Congo. Ça, c'est l'argument de l'œuf et la poule. Qu'est-ce qu'il veut? Bien sûr, il faut du travail. Mais qui doit produire ce travail? C'est l'État congolais. Voilà, regarde comment ça se fait. Dans d'autres pays, c'est la communauté de businessmen qui ouvre des boutiques, qui ouvre des usines, qui engage les gens. Et avec le produit, le résultat qu'ils auront, une partie paye les taxes et l'autre partie paye les ouvriers. Donc l'État gagne aussi. Mais ici, chez nous, il n'y a pas de communauté de businessmen. Les businessmen sont dans la politique. Parce qu'au Congo, tout le monde s'intéresse seulement à la politique. Ah ben oui. Ben oui, parce que tout le monde fait la politique. Donc, il n'y a pas une différence entre les gens qui possèdent, c'est-à-dire les businessmen et les politiciens. C'est parce qu'ils ont dit qu'en politique, il y a de l'argent, il y a de liberté, où tout le monde peut voler, pourquoi? tout le monde peut faire. Parce que si tu étais un businessman indépendant, les gens viendront, les gens de taxes viendront te harceler. Et tu seras obligé de leur donner une bonne partie de ton argent. Mais tu te dis, non, pourquoi faire ça? J'entre dans la politique.
En entrant dans la politique, personne ne viendra me harceler. Et donc, c'est comme ça que tous les business sont liés à la politique. Et la politique, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce qu'on arrive à la politique? Mais regarde les dernières élections. Ce n'est pas par les élections qu'on arrive à la politique. Eh bien, c'est l'argent que vous dépensez. C'est à travers l'argent que vous donnez, on achète. Donc, c'est là le manque d'honnêteté fondamentale. En parlant de politique, vous dites qu'il y a au Congo, on ne vote pas. Au Congo, on achète. On ne vote pas. On achète le pouvoir, c'est ça? Ce n'est pas la personne qui vote qui est importante. Qui est importante. Ce n'est pas cette personne qui est importante. Mais c'est la personne qui compte et qui proclame le vote qui est devenue importante chez nous. Et donc, cette propagande que les gens font, c'est juste pour aveugler un peu cette population, c'est ça? Regarde, là, en 2018, chez moi, d'où je viens, on comptait encore le voix lorsqu'ici, déjà à Kinshasa, on ne comptait ça rien, dans ce sens qu'on ne prend pas en compte ce que vous avez fait comme élection, alors on va pas sert de dépenser son argent pour les élections. Il faut seulement prendre ces gens-là, leur donner le pouvoir. Il faut s'asseoir, toutes les couches sociales pour demander où est-ce qu'on va avec ce pays. Lorsque nous allons fixer le cap, nous allons dire, mais qui va nous amener là? Et par quels moyens il doit parvenir là? Et ça, pour moi, c'est capital. À la jonction de notre histoire, on doit s'asseoir. On a eu une expérience de 60 ans qui n'a pas marché. Nous savons pourquoi ça n'a pas marché. Il y a eu des causes structurelles et des causes contingentielles. Maintenant, aujourd'hui, asseyons-nous, où est-ce qu'on veut aller? Disons que dans 10 ans, nous voudrons que chaque province ou chaque secteur ait une maison communale et une école de l'État. Dans les 145. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut y arriver? On peut y arriver en mettant de côté de l'argent. D'où viendra cet argent? Ça viendra peut-être de la vente de telle matière première précise. Par exemple, on peut dire le cobalt. Le cobalt est maintenant prisé. Tout l'argent du cobalt, nous le mettons dans une caisse. Et cette caisse servira à payer l'école et à payer l'hôpital. Et les Botswanais font ça. On ne va pas inventer les Botswanais à diamant. Et tout l'argent du diamant, les recettes du diamant, c'est pour l'éducation. Un Botswanais de l'école maternelle à l'université ne paye rien pour les études. Il ne paye rien pour l'hôpital. Parce que tout l'argent, on le met dans une caisse. Et chez nous, Par rapport à chez nous, où nous voyons dans un pays où il y a un groupe de gens, comme vous le dites souvent, un groupe de gens dont une personne a ses 2 millions, l'autre a ses 680 000, il y a des autres qui ont les 30 000, 20 000. Alors, comment l'État va prendre en charge les étudiants? Exactement, c'est ça le problème. Et ce n'est pas ce genre-là qui vont transformer. Ce n'est pas quelqu'un qui gagne dans un système qui va chercher à changer ce système. Non, ça n'existe pas. C'est nous qui